En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Georges Bensoussan et celui que l'on surnomme le Baron Noir, l'ancien député socialiste et cofondateur de SOS Racisme, Julien Drey. Ensemble, durant 1 heure, nous parlerons de l'actualité brûlante du conflit israélo-palestinien et de ses répercussions en Europe et en France. Répercussions terroristes d'abord, les attentats d'Arras et de Bruxelles montrent-ils qu'au-delà de la guerre entre Israéliens et Palestiniens, nous sommes dans une guerre de civilisation? Répercussions sur la vie des Français juifs ensuite, le gouvernement est obligé de protéger les synagogues et les écoles juives, cela révèle-t-il l'ampleur du nouvel antisémitisme en France? Répercussions politiques enfin, la France insoumise confond le Hamas avec un mouvement de résistance, accuse Tsahal de crimes de guerre, comment expliquer la dérive islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie des Insoumis? Le conflit israélo-palestinien est-il en train de faire exploser la gauche? Tout de suite les réponses de Julien Drey et Georges Bensoussan en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Julien Drey, Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau où on parle du conflit israélo-palestinien et de ses répercussions en France et en Europe pendant 1 heure. On a vu les répercussions immédiates en France avec cet attentat à Arras, le jour où le Hamas avait déclaré une journée mondiale du djihad. On les a vus également à Bruxelles. Georges Bensoussan, ça nous fait comprendre, beaucoup d'observateurs disent finalement le conflit israélo-palestinien est plus seulement un conflit entre deux nationalismes, un conflit territorial, mais c'est une forme de choc des civilisations. Vous avez écrit, vous, un livre au PUF, d'ailleurs, sur les origines du conflit israélo-palestinien, où vous montrez que ce choc des civilisations était peut-être en germe, finalement, dès le début du conflit. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'intitule « Les origines du conflit israélo-arabe ». Je ne crois pas au conflit israélo-palestinien stricto sensu. C'est bel et bien un conflit qui est d'emblée un conflit très large, et c'est un conflit qui, quand vous parlez de choc de civilisation, qui dès les années 1920, 25, 26, à Jérusalem, autour de la personnalité du Moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, devient un conflit par la volonté du Moufti, judaïsme-islam, et très rapidement en fait un conflit entre Occident et Orient arabo-musulman. Très rapidement. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est que cette ligne de force, finalement, elle a été confirmée. Ça s'est jamais démenti. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais globalement, quand on regarde sur la longue durée cette histoire de conflit, on voit que réellement il y a une sorte de conflit anthropologique entre des systèmes de valeurs, des systèmes de société également totalement différents. Julien Drey, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'au-delà du conflit territorial, il y a un conflit de civilisation, particulièrement peut-être quand on voit les crimes du Hamas qu'on peut que qualifier de terrorisme, avec des méthodes qu'on a vues ailleurs chez Daesh, mais peut-être aussi même pendant la guerre d'Algérie avec le FLN. Alors, ne remontons pas jusqu'à la guerre d'Algérie, mais en tout cas sur la dimension islamiste et civilisationnelle du conflit. Ce qui est certain, c'est que les germes existaient. Je suis plutôt d'accord avec Georges, mais lui-même a remarqué que ça n'a pas été continu. Il y a des choses qui... Voilà. Ce conflit il existe. Il faut savoir que le Moufti de Jérusalem a été le meilleur allié d'Hitler. Et par ailleurs, par rapport aux Palestiniens, parce que malheureusement, tout le monde dit qu'il faut contextualiser. Mais en 48, la résolution, c'est 2 États. Et celui qui décide qu'il n'y a pas 2 États, c'est le grand Moufti de Jérusalem. C'est lui qui, d'ailleurs, demande aux 500 000 Palestiniens de quitter les territoires pour aller dans les camps, parce qu'il ne veut pas d'État, il veut continuer, etc. et tout. Bon, puis après, voilà, celui qui dit d'ailleurs à Hitler en 41, 42, parce qu'il va en Allemagne et qui lui dit quand vous arriverez chez nous, on vous aidera pour la solution finale. J'ajoute qu'il réside en Allemagne de 41 à 45 avec toute sa suite, 50 personnes, et qu'il reçoit 50 millions de Reichsmark par mois. Il vit 4 ans en Allemagne. Je ne savais même pas ça. Oui.
Ouais, je savais qu'il avait été, mais je savais pas qu'il avait non, été. il est resté 4 ans jusqu'à la fin. D'ailleurs, Georges Bensoussan a un rôle important dans votre livre, et un rôle important, vous le dites, dans ce conflit. Et dans le nationalisme arabe, il tient le nationalisme arabe à bout de bras jusqu'en 1948, et c'est lui qui entraîne le nationalisme arabe vers la catastrophe. Ce que Julien Drey évoque ici, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, quand les Anglais proposent le compromis, en 1937, le plan Peel partage la Palestine en deux, 1939, livre blanc, alors livre blanc qui est la fin de la déclaration Balfour, c'est-à-dire quitus donné à toutes les thèses arabes. Il dit non également, il dit non 2 fois. Et au plan de partage des Nations Unies en 47, il dit non encore. Et le résultat de ce triple non, c'est la catastrophe palestinienne et c'est le fameux exode de 1948. Aujourd'hui, maintenant, je pense que il y a eu des. Je pense qu'on est rentré dans une dimension nouvelle. C'est-à-dire que le choc, effectivement, et d'ailleurs, je pense que tout le monde est en train de se réveiller. Le choc, c'est vraiment l'islamisme radical qui est à l'offensive et qui prend. Voilà, je veux dire, excusez-moi, je vais le dire brutalement, mais quand vendredi il y a eu la manifestation au cri Allahu Akbar, place de la République jeudi soir, on crie pas vive la Palestine. On commence par dire nous sommes tous des Palestiniens, mais à la fin on finit à la Akbar. J'allais vous poser la question. Avec les portables allumés comme si c'était des torches, rappelant quelques marches célèbres. Moi j'appartiens à une génération qui était les militants d'extrême gauche, etc. On fréquentait les combattants de la cause palestinienne. C'était le FPLP, le FDLP. Jamais ils n'auraient crié Allah Akbar. Jamais. Hein, et ils criaient vive la Palestine, il y avait des débats terribles, etc., même entre nous. Mais jamais. Là, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est intéressant de voir, quand ils ont attaqué le 7 octobre, ils n'attaquent pas au nom de la Palestine, etc. Ils attaquent au nom d'Allah Akbar. Et ça change tout. Et d'ailleurs, il faut remarquer que Hamas, c'est l'acronyme en arabe de mouvement de la résistance islamique. Et le mot Palestine n'existe pas dans l'acronyme de Hamas. Alors que OLP, Fatah, il y a le mot Palestine, effectivement. Et j'ajoute que sur ce plan-là, vous avez effectivement cette parenthèse d'une 30aine d'années où on est face à des combats de nationalisme qui s'opposent l'un à l'autre. Mais avec le Hamas et avec la manifestation dont Julien évoque, c'est-à-dire du jeudi dernier, on renoue avec ce qui se passait déjà dans les années 1920-1930, où le cri de guerre n'est pas « à mort les sionistes ». Le cri de guerre, c'est « les juifs sont nos chiens, nous boirons le sang des juifs ». C'est-à-dire d'emblée, il y a une dimension anti-juive qui est fondamentale, et islamique qui est fondamentale. Oui, il y a l'islamisme, et effectivement, dans l'islamisme, il y a l'antisémitisme. C'est quelque chose qui est très présent dans le conflit, peut-être qu'explique aussi la barbarie, y compris sur les corps, la volonté d'humilier et de mutiler l'adversaire. Alors là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette volonté-là, dans cet étalage de cruauté et de barbarie, qui n'est pas nouveau, et qui, même s'il y a des éléments nouveaux, en 1929, on a affaire à des massacres dont les détails dans la barbarie, dans la cruauté, sont indicibles même à ce micro. Albert Londres, grand journaliste français, les a rapportés. Justin Godard, le sénateur français, qui était en mission là-bas en Palestine, les a rapportés. Même encore aujourd'hui, un siècle après, on a du mal à lire cet étalage de cruauté. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, et c'est là où on rejoint le conflit anthropologique, ça signifie, vous, en tant que juif, vous pouvez ici encore subsister en tant que dhimmi, en tant que citoyen de deuxième zone, mais vous ne pouvez pas être des citoyens souverains et des sujets souverains sur cette terre de Palestine. Vous devez débarrasser la terre de Palestine. Nous ne voulons pas de juifs ici, en tant que souverains. Et avec le Hamas, c'est ça qui est frappant, et là on est en présence d'une régression terrible, on a exactement le même type de mot d'ordre, pas de juifs de la mer au Jourdain. C'est-à-dire en fait, une destruction totale de l'État. Julien Drey, l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme aujourd'hui ? Oui, il y a eu un antisionisme qui était dans les années 70, qui était un antisionisme qui rêvait d'un État multiconfessionnel, laïque, etc. C'était des débats à l'extrême gauche avec le FPLP, avec le FDLP, y compris, etc. et tout. Bon, mais de fait, dans ce débat-là, à un moment donné, moi je me rappelle, un certain nombre, compris d'entre nous, on disait, mais attendez, maintenant Israël existe, c'est une entité, il y a un État, voilà, arrêtez de nous casser les pieds, voilà. Donc maintenant, c'est soit il y a 2 États, soit on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc on va pas, c'est un rêve de croire à cet État multiconfessionnel, etc. et tout, ça ne marchera pas. Voilà. Mais après, on a basculé, on est revenu en arrière.
l'antisionisme aujourd'hui n'a plus de sens. D'abord parce que l'État d'Israël existe, donc c'était l'aboutissement. Voilà, et que c'est évidemment la manière polie d'être antisémite. Voilà, la manière moderne polie d'être antisémite. Julien Drey, Georges Bensoussan, merci. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à parler de ce conflit israélo-palestinien, de ses répercussions en France et dans le monde, notamment avec la montée de l'antisémitisme en France qui ne date pas d'hier. Georges Bensoussan en sait quelque chose. On parle de tout ça après une courte pause. À tout de suite sur Sud Radio, toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec l'historien Georges Bensoussan, auteur d'un livre au PUF, dans la collection Que sais-je, aux origines du conflit israélo-arabe. D'ailleurs, la nuance entre conflit israélo-palestinien et israélo-arabe est très importante. Georges Bensoussan nous l'a expliqué tout à l'heure. Et Julien Drey, ancien député socialiste, cofondateur de SOS Racisme. Julien Drey, vous nous rappeliez avant la pause que jeudi, place de la République, lors d'une manif de soutien à la Palestine, on avait crié Allahu Akbar. On disait avant la pause que c'était aussi une forme de djihad global au-delà du conflit israélo-palestinien. Est-ce que ce djihad global, est-ce que ce choc des civilisations est présent sur notre territoire, les cris Allahu Akbar durant une manif, mais aussi l'assassinat d'un professeur de français à Arras. Est-ce que finalement c'est la même guerre ici et là-bas ? Je pense que c'est une confrontation mondiale qui a commencé. Et que certains se réveillent. Je veux dire, vous savez, nous, on dit ça va pas, la France, etc. Mais allez voir les Anglais, depuis dimanche, ils disent entre eux. Et dimanche, ils ont ouvert les yeux. Manifestation à Londres de 500 000 personnes. Ils comprennent plus rien, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un système stable, communautaire, que tout était bien géré. Moi, j'ai des amis anglais qui me disent, on sait plus, on est pris de court. Parce que c'est 500 000, c'est autre chose, quoi. Bon, mais c'est partout, dans toutes les capitales. Les Américains sont en train de découvrir que leurs universités, elles sont aujourd'hui en stade d'affrontement. Tous les jours, il y a des bagarres avec des groupes qui viennent, qui interdisent des cours, qui sont islamo-wokistes d'ailleurs. On va en parler justement de cette. Voilà. Donc. Oui, je pense que le combat est global. C'est pour ça que je pense qu'il faut que dans la réflexion actuelle, on arrête de dire c'est un conflit israélo-palestinien. Je veux dire, la confrontation est globale. Le centre, un des centres les plus importants de ça, c'est l'Iran. Et c'est les ayatollahs. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte de la manière, les uns et les autres, dont la guerre en Ukraine a permis à l'Iran de sortir un petit peu de la marginalité dans laquelle on a essayé de faire. C'est eux. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, face à l'historien qui est en face de moi, faire une comparaison, on pourrait presque dire que le pacte que Poutine a passé avec l'Iran ressemble étrangement au pacte que Staline a passé avec Hitler, et dont on sait après les conséquences pour la Russie. Mais c'est un peu la même chose. Voilà. Il y a un axe Pékin-Moscou-Téhéran aujourd'hui ? Pékin, j'en sais rien, mais il n'est pas loin. Mais Poutine-Téhéran, oui, c'est sûr. Parce qu'ils avaient besoin d'armes, parce qu'ils avaient besoin d'informations. Et voilà, oui, c'est sûr. Je suis à peu près convaincu, vous voyez, je porte une accusation grave, je ne pense pas qu'une opération comme celle qui s'est passée là, les services russes n'était pas au courant. Juste un mot quand même sur les manifestations. Vous avez dit 500 000 personnes à Londres. Jeudi, ils étaient un peu moins présents en France, mais la manifestation avait été interdite. Finalement, elle a été autorisée. Est-ce que il fallait l'interdire, ou est-ce qu'à l'inverse, moi c'est mon point de vue, finalement c'est pas mal que ce soit autorisé, parce qu'on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui est quand même islamisée, hostile aux juifs, hostile peut-être à une partie de la société française. Est-ce que faut autoriser ces manifs, ou est-ce que vous êtes plus réticent ? Tant qu'elle ne déborde pas et qu'elle ne dégénère pas en programme antisémite, je rappelle qu'on a eu des situations... Notamment à Sarcelles, il y a quelques années. Bon, moi, les interdits, j'ai jamais été très pour, parce qu'au moins, en tous les cas, on voit des choses. Voilà, exactement. On voit des choses. Georges Bensoussan, sur cette dimension globale du conflit, est-ce que vous êtes d'accord ? Et est-ce que vous faites le lien également avec la question de l'immigration ? Parce qu'il y a effectivement l'axe Pékin-Moscou-Téhéran qui fait qu'on est effectivement dans une guerre avec des États qui chacun joue leur partition, mais on a quand même les cris Allahu Akbar, place de la République, sont liés à une population qui parfois d'ailleurs a la nationalité française et qui semble s'identifier à la Oumma d'une certaine manière. Alors ce qui est sûr, c'est sur l'axe Pékin-Moscou-Téhéran, c'est pas évident. Je
pense aussi que Pékin est un peu en dehors du jeu, mais Moscou, Téhéran, oui. Et qu'il y a quelque chose ici en matière d'hydre véritablement à l'origine de tout un chaos aujourd'hui dans tout régional et même mondial, que l'Iran soit et joue le rôle que l'Allemagne pouvait jouer dans les années 30, c'est certain. Ce qui est vrai aujourd'hui, on le voit se dessiner dans les manifestations et dans les prises d'opposition des uns et des autres, c'est qu'en gros, on a un soulèvement général contre le monde occidental et contre finalement les idéaux même du monde occidental, c'est-à-dire les Lumières et la raison. Tout ce que l'Occident a apporté au monde, la laïcité, c'est un apport, mais c'est pas le seul. C'est vraiment la raison, le sujet, la raison et les Lumières. Ça fait vraiment partie de ce fameux conflit israélo-arabe qui dépasse très largement, effectivement, le cadre israélo-arabe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand Julien Drey évoque cette manifestation de 500 000 personnes à Londres, ce qui est considérable, effectivement, c'est que le multiculturel, il y a très longtemps que nous sommes, au moins quelques-uns, à avoir dit que c'est une illusion et qui un jour nous éclatera au visage. Je rappelle le livre de Christopher Caldwell, il y a quelques années. Comment l'immigration va changer le visage de l'Europe et en particulier de la France, nous y sommes aujourd'hui. Oui, il y a effectivement un conflit de valeurs, un conflit de civilisation, et à un moment donné, l'immigration joue bien sûr son rôle ici. Lorsque vous évoquez Alexandre Devecchio, ces gens qui sont français, oui, qui sont français, c'est vrai, mais tout le problème est de savoir, est-ce qu'ils adhèrent aussi aux valeurs de la civilisation française et aux valeurs globales du monde occidental. Julien Drey, je vous laisse répondre, mais non, je veux dire, il y a un basculement. Je veux dire, moi, je l'ai fait remarquer. Quand quand j'ai fondé SOS Racisme, voilà. Vous m'ôtez les mots de la bouche, voilà, donc vous avez anticipé ma question. Vous connaissant, je voyais à peu près où ça allait arriver. Habile. Je me suis personnellement, c'est moi qui me suis battu, à travers de secret, pour que l'Union des étudiants juifs de France soit présente en tant que telle. C'est-à-dire, ça m'a d'ailleurs été assez reproché par les jeunes associations des quartiers qui disaient c'est les juifs qui manipulent notre mouvement, etc. et tout. Mais on était ensemble. C'était ça la volonté. On était ensemble. Il y a eu le bombardement du quartier général de l'OLP à Tunis. Ça a donné lieu à des engueulades terribles. Mais on était ensemble. Là, c'est la question que j'ai posée d'ailleurs à beaucoup de mes amis. On est tout seul. Vous n'êtes pas là. Et arrêtez de me faire le oui mais. Au moment de Charlie, vous m'avez fait le oui mais. Oui, mais tu comprends, on veut pas être discriminé, on a peur, etc. et tout. À un moment donné, la question qui est posée, c'est une question de confiance. C'est pour ça que, par-delà l'immigration, la question c'est, est-ce que vous êtes dans ce monde des Lumières et vous en acceptez les conséquences du point de vue de votre mode de vie, votre insertion, votre intégration, vous l'acceptez pas. Et si vous l'acceptez pas, après, venez pas... Je veux dire, c'est un choix qu'il faut faire. Là, on n'est plus dans je m'excuse d'être brutal, mais si c'est moi qui le dis, on va pas me dire à moi que je suis un antiraciste, un raciste, anti-musulman. Bon, vous savez, maintenant... Non, mais bon, vous savez, moi j'ai une histoire qui fait que je peux vous raconter tout, pas forcément dans les détails, mais on ne viendra pas me la faire, celle-là. Voilà. Je le dis tout de suite, on ne viendra pas me la faire. Donc la question qui est posée, vous savez, une phrase qui dit « la confiance, c'est l'affaire de l'autre ». Maintenant, la question, elle leur est posée. Et elle leur est posée brutalement. Moi, je ne suis pas en train de demander des tweets, des vedettes, etc. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je dis à tous mes amis qui sont là, maintenant, il faut lever la tête. Ça va être dur. Oui, ça va être dur, parce que quand vous êtes une jeune fille, vous allez en fac et que vous voulez pas porter de foulard, vous avez les autres qui viennent et qui vous disent, si tu portes pas le foulard, on va te casser les pieds. Donc il faut être à côté de ces filles qui ne portent pas le foulard. Il faut les aider, il faut pas les délaisser. Comme il faut être à côté des preuves qui font régner les choses. Donc ça veut dire que là, il faut qu'ils relèvent la tête, mais il faut que nous, on baisse pas la tête aussi. Et c'est ça la question qui est posée. Vous savez, les accommodements raisonnables, on sait où ça mène. Et maintenant, on ne peut plus faire d'accommodements raisonnables. Justement, Julien Drey, comme vous me connaissez, je vous pose quand même la question que j'allais vous poser. Georges Bensoussan a mis en cause l'illusion du multiculturalisme. Vous avez rappelé que vous étiez à SOS Racisme. Est-ce qu'une partie de la gauche n'est pas illusionnée là-dessus, justement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu défendre tout simplement le modèle d'intégration ou d'assimilation traditionnel français plutôt que le multiculturalisme? C'était pas ma revendication, moi, le multiculturalisme. J'ai jamais... Vous allez chercher voilà... Il y a plusieurs sensibilités à SOS Racisme. Oui, voilà. Bon, il y avait l'idée du métissage. Bon, bah, ça, le métissage, d'accord, évidemment, on mange le couscous, etc. et tout. Mais je sais pas, je pense que pourquoi on prend le mot d'intégration? Parce qu'il y avait les racines de la guerre d'Algérie, donc on pensait que le mot assimilation pouvait être un peu brutal, etc. et tout. Mais l'intégration était une assimilation. Elle devait conduire à ça. Voilà. Et il faut être honnête, il y a une partie on le voit, il y a une partie des jeunes issus d'immigration qui sont devenus de parfaits citoyens français, qui sont en train de s'insérer parfaitement
dans la société française. Mais ils ont ce petit dernier réflexe, c'est d'aller jusqu'au bout. Il y a une sorte de plafond de verre. Voilà. Et c'est celui-là qu'il faut qu'il brise, parce que le combat qu'on doit mener en France, on doit le mener tous ensemble. Sinon, on va avoir des problèmes dramatiques. Voilà. Mais c'est maintenant qu'il faut le mener. Et l'État ne doit pas faiblir. Je veux dire, on ne va pas recommencer sur la baya, sur machin. Comme dans les écoles. Je veux dire, c'est pas possible que ça continue comme ça. Et c'est pas les profs qui sont en cause, hein. Georges Bensoussan, dernière question avant une nouvelle courte pause. Vous-même, vous avez été, je crois, vous avez manifesté avec SOS Racisme à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas eu malgré tout une dérive d'un certain antiracisme avec le temps qui a versé dans une forme de communautarisme? J'ai cru à tout cela dans les années 80, et la marche des beurs en particulier. J'ai trouvé que c'était un très grand moment en 1983. Et à la fin des années 80, déjà, au moment de la guerre du Golfe, en 90, j'ai vu les premiers signes d'une dérive antisémite dans une partie de cette jeunesse d'origine maghrébine. Bon. Et au cours des années 90, ça s'est manifesté. Et comme j'étais en contact avec le monde enseignant, moi-même enseignant et responsable des formations d'histoire au mémorial de la Shoah, donc j'en ai vu des dizaines et des dizaines de professeurs, j'ai vu se dessiner progressivement une fracture. Donc au début des années 2000, il était clair pour nous qu'on était dans une impasse totale. Mais il y a toute une partie de la gauche qui a mis 25 ans encore. Au début des années 2000, on rappelle que vous signez les territoires perdus de la République. Mais déjà, témoignage de profs qui disent qu'il y a un problème d'antisémitisme. Mais 13 ans avant l'affaire du voile. Qui est un ouvrage essentiel, je le dis sans forfanterie, que moi j'avais lu à l'époque. Et je m'en rappelle de débats terribles à l'intérieur du Parti socialiste, il faut être honnête. Où on contestait, on m'a insulté, on m'appelait la gauche barbelée, alors c'est vrai, hein. Je peux vous même donner les noms de ceux qui disaient ça. Non, mais qui sont des maires de grandes villes, etc., et qui me disaient, pas dire ça, tu te rends compte, etc. Il y a un débat terrible. Le débat, il a lieu sur Boniface. Je suis responsable, je le dis, il le sait, il me déteste pour ça, de l'éviction de Boniface du Parti socialiste. Parce qu'il avait fait une note terrible. Et quand j'ai découvert cette note, j'étais voir François Hollande, qui était premier secrétaire, j'ai dit, maintenant tu choisis, c'est lui ou moi, hein. Une note qui disait qu'il fallait choisir en gros les musulmans contre les juifs. Je résume un peu, mais c'était ce qui s'est passé. Encore un mot juste avant la pause. Ceci. Juste un mot. Quand on a préparé les territoires perdus de la République, nous avons demandé un certain nombre de renseignements à l'époque au ministère de gauche de l'Éducation nationale. Nous n'avons jamais eu la moindre réponse. Il a fallu que Jacques Chirac, à partir de la victoire de 2002, l'emporte pour que là nous soyons enfin écoutés et reçus à l'Élysée. Oui, ça, on a perdu 20 ans. Alors, je vais compléter ce qui après la pause, c'est promis, Julien Drey, vous complétez. On se retrouve pour continuer à parler du conflit israélo-palestinien et surtout des répercussions en France avec Julien Drey et Georges Bensoussan sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Julien Drey, ancien député socialiste, et avec Georges Bensoussan, historien, auteur d'une histoire des origines du conflit israélo-arabe. Juste avant la pause, on évoquait un autre livre de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République, qui reposait sur des témoignages de professeurs et qui faisait apparaître justement la montée de l'islamisme dans les banlieues et la montée de l'antisémitisme. Et je crois que Julien Drey voulait réagir. Donc je vous avais coupé la parole. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Georges, parce que dans la campagne présidentielle 2002, d'un point de vue, et d'ailleurs il s'est illusionné, Lionel Jospin pensait que c'était facile et qu'il allait gagner, grosso modo. Et quel est le tournant de la campagne de 2002 ? Indépendamment de sa faiblesse sur les questions de sécurité. C'est commence la deuxième intifada. Et commencent les premiers incidents antisémites majeurs, la synagogue de la Duchère qui brûle. Et il y a cette grande manifestation en défense des Juifs de France, etc., qui a lieu à Paris. Et il y a un débat terrible pour savoir si Lionel Jospin va venir ou pas venir. Et la direction de campagne se divise en deux. Avec une qui dit, il faut y aller, tu dois être là. Bon. Et une autre qui dit, les mêmes qui contestaient le territoire de la République, puis dit non, mais il faut faire attention, il faut être prudent, etc. Lionel Jospin, il a perdu l'élection présidentielle là. Parce que la communauté juive, qui s'apprêtait massivement à voter pour lui, à cause de ce qu'il avait fait à Birzeit, en dénonçant le Hezbollah, etc., là, elle n'a rien compris. Et elle a voté d'ailleurs plutôt Béraud, etc., c'est paru, et les 600 000 voix qui vont, pour une grande partie, ils sont là. Mais je raconte ça parce que je raconte la fracture qu'il y a eu à gauche. Et qui, de fait, va générer celle qu'on voit aujourd'hui, en beaucoup plus grave, parce que les dérives de Mélenchon sont d'une autre nature. Mais voilà, il y a eu une hésitation.
C'est intéressant que vous repreniez, qu'on s'arrête justement sur 2002, parce que c'est un peu la suite de l'émission, et peut-être le tournant de 2002, parce que 2002, on est encore dans un paysage politique qu'on connaît, avec Jean-Marie Le Pen, qui est toujours considéré comme le diable antisémite, et il est vrai qu'il a eu des propos antisémites dans les années 80-90, mais on a l'impression que finalement la gauche et une partie des élites françaises continue à vivre dans un schéma des années 80-90 avec une extrême droite jugée antisémite et jugée comme la menace principale, sans voir justement qu'en 2002, ce que vous faisiez apparaître, il y a un nouvel antisémitisme qui apparaît et qui est radicalement différent de l'antisémitisme d'extrême droite traditionnel. Et vous m'arrêtez si je me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui, cette extrême droite, cet antisémitisme d'extrême droite pèse ou pas sur la société, et est-ce que l'autre antisémitisme culturel, arabo-musulman, imprégné d'islamisme, c'est peut-être la menace principale qu'on ne veut toujours pas voir. Quand on a parlé d'un antisémitisme d'origine culturelle, d'origine arabo-musulmane, etc., entre autres dans les banlieues, on nous a imputé naïvement l'idée que nous croyions que l'antisémitisme d'extrême droite avait disparu. On n'a jamais été naïf. L'antisémitisme d'extrême droite existe toujours. Il y a bel et bien une tradition antisémite en France. Elle a beaucoup régressé par rapport à la Seconde Guerre mondiale, n'exagérons pas. Mais elle existe. Et elle se regroupe d'ailleurs dans certains votes, très particuliers. Mais il se trouve que cet antisémitisme-là, aujourd'hui, en tous les cas, heureusement, ne tue pas. Il ne passe pas à l'acte. Il ne va pas tuer des enfants à Haute-Saratora, à Toulouse. L'antisémitisme massif qui concerne beaucoup de monde, c'est un antisémitisme de type familial, de type culturel. L'air qu'on respire, comme disait Smaïl Lacher, pour reprendre des propos célèbres. Eh bien, cet antisémitisme-là, oui, aujourd'hui, il a imprégné, alors par effet de contagion, par capillarité, une partie de la société française qui, entre autres dans les banlieues par exemple, qui n'est pas forcément d'origine elle-même arabo-musulmane. Et parallèlement, cette montée de cet antisémitisme populaire des banlieues de certaines populations d'origine arabo-musulmane s'accompagnait également de toute une fracture sociale. C'est inséparable. Il faut faire l'analyse aussi des fractures sociales que Christophe Guilluy a parfaitement montré, qui montrait comment toute une population qui votait à gauche, progressivement s'est détournée de la gauche de gouvernement et s'est tournée progressivement vers le Front National et plus tard vers le Rassemblement National. Disons-le peut-être autrement, est-ce que dans ces banlieues, l'antisémitisme va de pair avec une forme de racisme anti-français ou anti-blanc ? Alors très souvent oui, parce que cet antisémitisme-là, en tous les cas de cette origine-là, souvent il s'accompagne d'un refus du monde occidental, du mode de vie occidental, des valeurs, de ce que j'appelais tout à l'heure les Lumières. C'est ça le socle, c'est le socle des Lumières. Oui ou non, acceptez-vous les Lumières, acceptez-vous le pacte républicain, national et civilisationnel qui s'appelle les Lumières. Eh bien oui, cet antisémitisme fait partie de cela. Pas toujours, ça colle pas forcément à 100%, mais souvent ça coïncide. Mais attention au mot blanc. Du point de vue de ceux qui sont racistes. Oui, non, mais je veux dire, moi, je ne suis pas dans une logique ethnique. Non, mais justement, compris. faisons attention nous-mêmes aux mots qu'on emploie. Parce que dans ce conflit, nous ne sommes pas seuls. Je veux dire, les Kurdes, que nous avons aidés et que nous oublions, ils sont arabes, ils ne sont pas blancs. Non, mais il y a des gens pas blancs parfaitement intégrés qui sont révoltés par tout ça aussi. C'est pas un conflit des blancs contre le reste du monde. Non, on est bien d'accord. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit qu'aux yeux de... Ce n'est pas à vous que je fais un procès. Je dis juste faisons attention à ce conseil, parce que dans la bataille qui arrive, il y a des alliés, et des alliés forts. Je m'excuse de le dire, mais le monde... si on dit l'Iran, alors comment on fait pour aider le peuple iranien qui a qu'une idée en tête ? C'est de se débarrasser des ayatollahs. Voilà, moi je pense que dans le conflit actuel, j'espère qu'on va enfin régler ce problème-là. Mais ils attendent que ça. Je peux vous dire que eux, tous les amis que j'ai, etc., me disent, ça boule et la cocotte mise bousse, et ils sont en train de nous dire, mais purée, c'est pareil au Liban. Et d'ailleurs, la moitié du Liban attend qu'une seule chose. Est-ce que c'est pas une stratégie des ayatollahs, peut-être aussi de détourner l'attention C'est un des éléments, évidemment, parce qu'ils sont dans une situation très fragile. Vous avez vu cette image qui a été diffusée, qui est extraordinaire. Ils ont essayé d'imposer le port du drapeau palestinien dans un match de foot, etc. Et tout le stade se met à hurler. Je reprends l'expression crue, mets ton drapeau dans ton cul. Voilà. Et les images sont terribles. Mais en ce moment, la répression est terrible. Ils n'arrêtent pas parce qu'ils ont peur de ça. Et les Iraniens nous disent, mais vous nous oubliez, vous regardez ailleurs.
Le premier qui avait fait oublier, c'était Obama. La première insurrection, on n'a rien fait, on les a laissés tomber, etc. Les Kurdes, il a fallu qu'on lui botte le cul, excusez-moi l'expression, pour qu'il fasse un minimum. Voilà. Mais voilà, et c'est pareil en Algérie. Je veux dire, vous avez aussi toute une partie de la population algérienne qui en peut plus, qui a vécu la guerre civile. Qui dit, mais nous, on les a vécu, cela. Voilà. Alors, c'est pas le gouvernement algérien, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Mais vous voyez, donc on a des alliés potentiels, on n'est pas tout seul, c'est ça que je veux dire. Non, on n'est pas seul, et j'ajoute. Alors, pour l'Algérie, c'est un cas plus compliqué, je suis d'accord. parce qu'il y a quand même en Algérie l'antisémitisme massif qui gagne la rue algérienne, excusez-moi, Georges, c'est vrai qui est hostile au pouvoir, effectivement. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec Julien Drey, c'est pas du tout un conflit ethnique. Parce que le conflit ethnique, ce sont nos ennemis qui voudraient le transformer en conflit ethnique. Ce sont eux qui parlent non pas de blancs, mais de racisés. Donc forcément de blancs. C'est très important. Ce sont eux qui veulent ethniciser le conflit. On est bien d'accord, et c'est pour ça que je disais à leurs yeux. Bien sûr, effectivement. Effectivement, et vous avez raison, Julien Drey, de ne pas oublier la situation en Iran et de les soutenir fermement. Mais revenons à la France, à cette question de l'antisémitisme des banlieues, du combat contre l'antisémitisme d'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu un combat d'arrière-garde, surtout que, pardonnez-moi, le problème d'antisémitisme, on l'a vu ces derniers jours avec les sorties de Jean-Luc Mélenchon, de Daniel Obono. Le problème avec l'antisémitisme aujourd'hui, il est peut-être à gauche, et c'est peut-être envers Jean-Luc Mélenchon qu'il faut installer un cordon sanitaire. Non. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas ça. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qui existe, qui n'a pas disparu. Où ça? Au Rassemblement National? Non, attendez, en France, laissez-moi le dire. En France, je vous rappelle qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a une manifestation dans les rues de Paris, tout le monde a ouvert ses yeux, de plusieurs milliers, là, c'était pas des gens des banlieues, hein, criaient mort aux Juifs. On l'a peut-être oublié, mais on a les images, on sait ce qu'il en est. Il y a quelques groupuscules d'extrême droite qui aujourd'hui soutiennent la marche. Je pense que Madame Salman a une vidéo contre elle terrible. On est d'accord, mais ils sont pas au Parlement. Non, je suis d'accord, mais bon, il faut pas l'oublier. Quoi, je veux dire, faut pas. Non, ne l'oublions pas. Voilà. Et il y a des jonctions qui s'opèrent. Bien sûr. Maintenant, le problème, tel que vous le posez, moi, je me permettrais de le poser autrement. Il y avait le Front National de Jean-Marie Le Pen, et il y a aujourd'hui sa fille. Et comme on était ensemble dans un certain nombre de débats, vous vous souvenez que j'avais dit à l'époque, je ne tire pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Et je continue à le penser. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et pour ce qui est de l'antisémitisme à gauche, moi je le dis très sincèrement, la stratégie du cordon sanitaire m'a toujours apparu comme le degré zéro de la politique, mais puisqu'on l'a fait avec Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas un sacré problème avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Je veux dire, alors là aussi, si vous me permettez, il faut revenir aux racines. Je sais, mais vous savez, il y a une phrase qui dit « qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir ». Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, malheureusement, on est dans le monde d'émotions, et beaucoup ne savent pas ce qu'il est. Jean-Luc Mélenchon, il est cohérent, de son point de vue, avec un courant politique qui a existé dès les années 40. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a malheureusement, au sein du mouvement trotskiste, une division très forte, avec ceux qui renvoient dos à dos l'impérialisme américain et les armées nazies. Ils sont pacifistes. Et certains vont même tomber dans la collaboration à la fin. Jean-Luc Mélenchon, il est dans cette logique-là. Il a ses racines d'ailleurs d'un courant qui existe en Angleterre, qui était autour d'un type qui s'appelait Tony Cliff, et voilà, qui a fait l'entrisme à l'intérieur du Parti travailliste et qui a produit Corbyn. Il est dans cette logique-là. C'est-à-dire pour lui, il y a une contradiction première et une contradiction secondaire. La contradiction première, c'est l'affrontement avec l'impérialisme américain. La contradiction secondaire, oui, ils font des bêtises, mais c'est ce que vous dit Obono, c'est ce que vous dit Mathilde Panot. D'accord, mais c'est un mouvement de résistance. Résistance à quoi? À l'impérialisme. Donc il y a une dérive totale, qui est en rupture d'ailleurs avec tout ce qu'il a pensé pendant des années et des années. Et oui, aujourd'hui, la cohabitation n'est pas possible. C'est d'ailleurs ce que n'arrive pas à comprendre une partie de la gauche. Elle n'est plus possible. Comme elle n'a pas été, comme en Angleterre, il a fallu que le Parti travailliste se débarrasse de Corbyn pour pouvoir retrouver ses racines. Mais remarquez que Jean-Luc Mélenchon, il s'est disputé avec ce qui était son correspondant en Allemagne, qui était Oscar Lafontaine, qu'il a insulté sur cette question-là, en disant « Moi, je ne peux pas continuer avec toi ». Voilà.
Julien Drey, Georges Bensoussan, merci. On se retrouve après une courte pause. On continuait à parler de ce conflit israélo-palestinien, de ses répercussions en France, de l'explosion peut-être de la gauche à cause de ce conflit et plus largement justement de cette complaisance avec l'islamisme. À tout de suite en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. On se retrouve en toute vérité sur Sud Radio avec Julien Drey et Georges Bensoussan. On parle ce matin du conflit israélo-palestinien, de ses répercussions en France, répercussions politiques, notamment avec la gauche sur le point d'exploser justement sur ce conflit, mais aussi du rapport d'une certaine gauche, Georges Bensoussan, à l'islamisme. Julien Drey nous disait que Jean-Luc Mélenchon s'inscrivait dans une longue tradition anti-impérialisme, mais est-ce qu'il y a aussi dans cette gauche-là des insoumis, mais qu'on retrouve aussi au NPA, l'idée finalement que la victime absolue du XXIe siècle, ce sont les musulmans qui sont les nouveaux juifs. Justement. Oui, il y a cette idée bien sûr que ce sont les déshérités de la terre, et quand on est à gauche, on épouse le parti des déshérités de la terre, et sur ce plan-là, le parti pris des Mélenchon et autres, ça s'inscrit dans une longue tradition de la gauche. Puisqu'on parlait d'antisémitisme, il ne faut pas oublier qu'au moins jusqu'à l'affaire Dreyfus, la gauche est antisémite en France. C'est l'affaire Dreyfus qui la lave de l'antisémitisme, mais même ensuite, quand vous arrivez dans les années 30 et surtout les années 40 avec Vichy, vous avez une partie de la gauche française qui collabore et qui est antisémite. Ne pas l'oublier. Donc là, il y a une tradition. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne l'islamo-gauchisme, il y a aussi dans cette idée qu'on mène le combat contre l'impérialisme, finalement, on mène le combat aussi contre l'Occident et contre ses valeurs. De certaine façon, il y a un amalgame entre les deux combats, et ça donne cet islamo-gauchisme qui est totalement aberrant sur le plan intellectuel, parce que les premières victimes demain des islamistes, ce sera cette gauche-là, bien sûr. Justement, Julien Drey, vous parliez de l'Iran, vous expliquez que c'est très important ce qui se passe en Iran, de soutenir les Iraniens, mais on a eu le scénario en Iran avec la gauche communiste qui a soutenu la révolution islamique, et effectivement, ils en ont été ensuite les premières victimes. Oui, parce que quand Khomeini arrive, à la suite du Shah d'Iran, des manifestations, tout le monde pense que ça fait partie du mouvement des progressistes, comme Kadhafi. Dans un premier temps, on a oublié, mais au début, Kadhafi, c'est les colonels, etc. C'est pareil avec Nasser, voilà tout ça. Puis après, on voit la réalité des choses. Bon, et en Iran, ça a été effectivement le Parti communiste iranien était un grand parti communiste. Il avait été écrasé par le coup d'État de 1954, mais il avait des forces terribles, des mouvements féministes. Et c'est toujours la même chose. Il y a des signes, et on n'a pas voulu voir à l'époque. C'était un conflit. Voilà, on n'a pas voulu voir ce qui se passait, et puis on a laissé faire. Et puis après, on s'est accommodé parce que c'était ça le fond de l'affaire. Mais je suis d'accord avec Georges, Mélenchon renoue avec une tradition antisémite de la gauche, qui s'était effacée avec l'affaire Dreyfus, qui s'était aussi un peu effacée avec la révolution russe au départ, parce que beaucoup des révolutionnaires russes étaient des juifs. Voilà, et donc l'antisémitisme à l'époque, comme ils étaient juifs, ils faisaient attention. Ils faisaient attention, même y compris sur la question juive, les textes ambigus, en disant est-ce qu'il faut un État, faut pas d'État, etc. Et tout. Puis il est rené dans les années 30, avec une partie qui a rebasculé, et qui effectivement, parce que les Juifs c'est l'argent c'est le pouvoir, Oui, il y a des textes de Torres sur Blum en 1940 qui sont abominables, qui sont des textes franchement antisémites. Il parle carrément d'un Blum au doigt crochu. 1900, c'est des textes complètement oubliés. Il y a un texte dans le Figaro magazine ce matin de Michel Onfray qui fait référence justement au texte de Maurice Torres sur Léon Blum. Sur Léon Blum de 1940. C'est un texte. Intéressant de voir, c'est l'évolution, parce que moi, c'est ça qui me blesse profondément, puisque j'ai été, tout le monde le sait, compagnon de combat de Jean-Luc Mélenchon, etc. Je l'ai connu, mais vous imaginez pas comment il était défenseur de l'État d'Israël. Je me faisais engueuler parce que j'évoquais le fait quand même qu'il fallait un État palestinien, etc. Il me disait, t'as rien compris, la seule République démocratique, il faisait quasiment Shabbat tous les vendredis soirs, à Massy. Il était invité par la famille de Jérôme Guedj et d'autres, etc. Donc il peut raconter ce qu'il veut. Il y a une évolution terrible qui a commencé. La rupture, pour moi, elle a eu lieu en 2014 avec lui. Il passait son temps à m'appeler en me disant, toi, tu peux témoigner que je suis pas antisémite.
Et je reconnais que j'ai été à 2 ou 3 reprises voir le CRIF en disant peut-être qu'on peut essayer, etc., de trouver une solution. Mais quand il a participé à la manif où on criait à l'Akbar, j'ai dit viens plus me casser les pieds. La manif islamiste, effectivement, de 2014. Je voudrais ajouter quelque chose. Si la gauche s'est tellement trompée, finalement, ces 40 dernières années, c'est parce qu'elle n'est pas attentive aux signes culturels, qui sont des signaux culturels, dont le voile a créé. Elle ne s'intéressait à l'époque qu'aux signes sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est même plus le cas. Elle s'intéresse qu'au sociétal. Ouais. Et à partir du moment où elle a délaissé le culturel, elle a délaissé l'anthropologique, et elle n'a pas compris comment une société pouvait basculer, qu'il y avait des conflits civilisationnels. Et c'est comme ça qu'elle va d'erreur en erreur. Et quant à Mélenchon, incontestablement, tout ce que dit Julien Drey est parfaitement avéré, il faut y ajouter la fameuse note de Boniface en 2002. C'est-à-dire que le nouveau vivier électoral de la gauche, c'est là. Et Mélenchon, par suivisme, va dans cette voie-là. Et Georges, si vous me permettez, il y a le suivisme électoral, ça j'en suis certain. Je vais vous dire, il a fait un tweet hier qui était extraordinaire, il révèle son inconscient, il engueule les socialistes, etc. Et il dit tout le monde s'en souviendra aux élections européennes. C'est-à-dire en gros le boutiquier, lui, il sait ce qu'il faut faire. Voilà, donc il y a ce vivier électoral. Mais c'est plus grave. À la limite, je dirais d'un certain point de vue, c'était que boutiquier électoral, ça n'est pas bien. C'est plus grave, c'est qu'il est au fond convaincu idéologiquement. C'est ça son évolution. Et il y a dans sa vision du monde désormais, il y a ça. Voilà. Il croit qu'il y a effectivement, il est le prophète qui va guider ceux qui, voilà. Et c'est pour ça que le combat avec eux et avec lui doit être intraitable, pas par des interdictions, pas par sur le fond idéologique. Et oui, je dis, il a renoué avec la gauche antisémite. Je lui dis en face. Sur ce plan-là, effectivement, je vais tout à fait dans le sens de Julien Drey, c'est un combat culturel. Et sur ce combat culturel-là, il n'y a pas d'accommodement possible. Encore une fois, je reviens à Creil à l'affaire du voile, on a vu où les accommodements d'une certaine gauche ont mené. Nous ont mené. Voilà. Revenons au conflit, parce que je sais que ça vous tient aussi à cœur, Georges Bensoussan, un conflit qui est un conflit aussi des images, avec une guerre asymétrique. C'est vrai que les horreurs du Hamas ont créé malgré tout une émotion, et puis très vite la riposte israélienne, on en revient au discours de David contre Goliath, et c'est aussi instrumentalisé avec cette roquette sur l'hôpital de Gaza, roquette du djihad islamique qui a d'abord été attribuée effectivement. Alors, ce qui est frappant dans l'histoire de cet hôpital, c'est qu'autant d'un côté on prend une prudence tout à fait raisonnable et tout à fait justifiée quand il s'agit de vérifier les accusations d'un camp, par exemple, et autant dans l'autre, immédiatement, on accrédite la thèse du missile israélien, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il ne s'est pas agi de cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une culpabilité, par essence, une culpabilité ontologique de la partie israélienne d'emblée, et qu'il fallait simplement trouver un habillage, et l'habillage, ça a été l'histoire de l'hôpital. Ça, c'est le premier fait fondamental. Le deuxième fait, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans cette affaire de l'hôpital, 471 morts au début, on sait aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien, qui malheureusement renoue avec l'histoire longue du conflit israélo-arabe, c'est le fameux massacre de Deir Yassin. À Deir Yassin, en 1948, effectivement, il y a un crime de guerre où il y a eu 107 morts dans les combats, dont 25 sont réellement l'objet d'un crime de guerre, c'est-à-dire des prisonniers exécutés. Et immédiatement, la rumeur s'enfle pour parler de 500, de 600, de 700 morts. Le résultat de cette catastrophe-là, c'est que ça a accéléré la peur dans les communautés arabes et donc l'exode des populations palestiniennes. Donc on est habitué, si vous voulez, à une véritable rhétorique du mensonge ici qui, finalement, à terme, dessert profondément la cause qu'elle prétend servir. Cette rhétorique du mensonge, elle vous a aussi beaucoup choqué, Julien Drey, et notamment la complaisance qu'a rappelé Georges Bensoussan d'une partie des politiques françaises, des médias, qui n'ont pas fait preuve de la prudence élémentaire au début de l'affaire, si on peut appeler ça comme ça. Si vous me permettez, on a assisté quand même à une des plus grosses manipulations médiatiques de ces 20 dernières années. Je pense que ça remonte au chantier de Timișoara, à la chute de Ceausescu. Il faut voir ce qui s'est passé. Je vais vous faire une confidence, pas une confidence. Quand les premières informations arrivent, on est un certain nombre à baisser un peu la tête en disant on sait qu'il va y avoir des dégâts collatéraux. Il n'y a pas de guerre propre, ça n'existe pas. Malheureusement, on se dit merde. Voilà. Et puis nos amis israéliens nous envoient tout de suite disant attendez, stop, on vérifie. Mais les autres, ils n'ont jamais vérifié. Dans la minute qui suivait, ils y étaient.
Et ils ne sont jamais excusés. J'entends encore Mathilde Panot m'expliquer que c'est les Israéliens qui mentent parce que c'est les Israéliens. Voilà, c'est-à-dire par essence, c'est exactement ça. Parce que ce sont les Israéliens. Par nature, forcément, Israël a tort. Et j'ajoute ceci, puisqu'on parlait de guerre dissymétrique. Mais heureusement que la guerre est dissymétrique. Parce qu'en 1945, les Alliés ont un rapport de force écrasant sur l'Allemagne nazie. Et s'il n'y avait pas dissymétrie en 1945, l'Allemagne nazie gagnait la guerre. Premier point. Mais deuxième point. On est dans un raisonnement puéril qui consiste à penser que le fort a forcément tort et que le faible a forcément raison. Mais non, il arrive souvent dans l'histoire que le fort ait raison et que le faible ait tort. Et d'ailleurs, cette histoire de conflit asymétrique est pas totalement vraie. Parce que si c'est pas seulement un conflit israélo-palestinien et que c'est un conflit israélo-arabe, le David contre Goliath, on peut très bien le retourner, dire que Israël est dans la situation du David face au Goliath islamiste qui est mondial. Vous savez, je voudrais vous dire... Vous avez 22 pays arabes autour d'Israël. Ouais. Il n'y en a aucun qui a accepté d'aider les Palestiniens en ouvrant ses frontières. 22. Et j'ajoute qu'en 1948-49, ces réfugiés palestiniens, dont une minorité seulement va dans les pays arabes voisins, ne sont pas intégrés, ne sont pas assimilés, ils n'ont pas le droit de travail, ils n'ont pas la citoyenneté. Ça, c'est quand même aussi important à ajouter. Mais... Oui, oui, allez, pour finir cette conversation, on l'a vu, le fil rouge de la conversation, c'est que ce conflit, qui a été par moments un conflit territorial entre deux nationalismes, et une guerre de civilisation, un choc culturel, et c'est ce qui le rend particulièrement compliqué et tragique, puisque une guerre entre deux nationalismes, on sait comment ça peut se régler, effectivement, avec une solution à deux États. Là, on voit pas comment ça va se régler. On peut se demander si c'est une guerre sans fin. J'ajouterais que c'est un conflit tragique parce que je suis convaincu qu'Israël est un colosse au pied d'argile. Au mois de mai, au moment de la journée de l'indépendance en Israël, j'étais en Israël, j'étais invité par I24 dans leur studio. Et alors, il y avait beaucoup de célébrations sur la State-up Nation, la puissance israélienne. Et on m'a demandé mon avis. J'ai dit, c'est un colosse au pied d'argile. C'est un pays extrêmement fragile. C'est un pays qui peut demain disparaître. Et quand on voit la marée de la haine, l'océan d'hostilité et de violence, on peut se demander qui est Goliath, qui est David. Julien Drey, colosse au pied d'argile, Israël. Non, mais chacun. Comment on sort de ça? Comment on tranche le Je pense que la société israélienne va faire une énorme introspection. Parce qu'elle s'est aussi endormie sur ses lauriers. Il y avait un complexe de supériorité en Israël. Et on pensait à autre chose. Il y avait un caractère moral au départ dans la fondation de l'État d'Israël, qui renvoie à l'identité du peuple juif. Voilà. Et il s'est progressivement dilué. C'est-à-dire que le juif, normalement, il prenait toutes les peines du monde à sa charge parce qu'il avait été victime, etc. Puis ils ont commencé à s'intéresser, etc. Alors, en ce sens-là, l'attaque du Hamas leur rend un peu service. Parce que jamais Israël n'a retrouvé autant d'unité. Et voilà, c'est fini, y compris les conflits qu'ils avaient, etc. Il y aura certainement des responsabilités à désigner, parce qu'il y a eu des fautes qui ont été énormes. Mais c'est vrai qu'Israël est en danger aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que s'ils ne font que, régler le problème du Hamas, demain, ce sera autre chose. Merci Julien Drey, merci Georges Bensoussan, c'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro d'En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.